Sensation Normandie, les ateliers radio. Bonjour, nous revoilà, les apprentis journalistes du collège Henri Dunant sur Radio Sensation pour notre dernière émission consacrée à l'IA. Aujourd'hui, nous allons interviewer Franck Dubois et parler de l'impact qu'a l'IA sur la musique. Et pour cela, nous allons nous tourner vers Maëlle et Mathilde. Oui, en effet, Maëlle, avec Mathilde, nous nous sommes intéressés à la musique et aux impacts éventuels que pourrait produire l'intelligence artificielle. D'abord, les aspects positifs de l'IA qui ont déjà révolutionné la musique. En effet, l'IA peut composer toute seule, elle peut écrire, arranger et même chanter grâce à des outils comme Eva. L'IA imite aussi des types différents de musique, elle crée des voix synthétiques et aide les artistes à produire plus vite. Mais en revanche, elle soulève aussi des questions sur la créativité et l'authenticité. C'est pour ça qu'il est important que nous vous parlions aussi des points négatifs. En effet, Maëlle, en produisant des morceaux en quelques secondes, l'intelligence artificielle menace la créativité humaine et fragilise les artistes indépendants. En copiant la voix d'un chanteur, elle pose aussi de sérieux problèmes de droit d'auteur. Si l'IA révolutionne la création musicale, on l'a vu avec toi Maëlle, elle risque surtout de standardiser la musique et d'en effacer l'âme. Pire, ce que produira l'IA ne va pas produire la même émotion qu'un véritable chanteur et cela risque de manquer d'originalité. Il est donc important de protéger les vrais créateurs et de préserver la diversité culturelle. Passons à l'interview de Franck Dubois avec Julia et Lisa. Aujourd'hui, nous avons choisi d'inviter un chef d'entreprise graphiste et qui utilise très régulièrement l'IA. Il n'a pas pu être présent dans ce studio, mais nous sommes en liaison avec lui par téléphone. Bonjour Franck Dubois, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends bien, bonjour. Vous êtes dans la communication, vous avez ouvert un coworking qui s'appelle La Maison Bleue et vous avez créé votre agence Le Perroquet Bleu. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Le Perroquet Bleu ? Oula, c'est une vieille histoire. Le Perroquet Bleu, c'est un journal étudiant il y a très longtemps, 1986, 87, voilà. Et puis après, on a fait ce journal étudiant pendant quelques années, à l'issue duquel on a créé une agence de communication qui s'est appelée également Perroquet Bleu. Pourquoi ce nom Perroquet Bleu ? Alors, à l'époque, les noms n'étaient pas aussi originaux, on va dire, ou originaux. Nous, on avait besoin pour le nom du journal d'un nom assez original, donc on a choisi Perroquet Bleu, puis c'est resté comme le nom de l'agence, l'entreprise. À l'époque, les noms d'entreprise étaient beaucoup plus conventionnels que ça, voilà. Mais c'était il y a 40 ans, à peu près, un peu moins, 35 ans. Quels sont les projets dont vous êtes le plus fier ? Eh ben, je m'attendais pas à cette question. Je n'en sais rien. Je ne pourrais pas dire. J'essaie toujours de faire le prochain projet comme étant celui dont je serais le plus fier. Donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais heureusement, parfois ça marche. Donc, c'est bien qu'il y en a plusieurs dont je suis content sur toute la période. D'accord. Mais j'ai pas d'exemple précis à vous donner là. En tant que formateur, que cherchez-vous à transmettre à vos étudiants ? De la méthode et de la distance. Et d'essayer d'identifier toujours la notion de valeur ajoutée. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose, peu importe le métier, c'est de toujours essayer de comprendre quelle est votre valeur ajoutée. Quand il y a des métiers où il y a peu de valeur ajoutée, et c'est pas très grave, c'est des métiers où on fait un peu toujours la même chose sur un schéma qui est très très précis et c'est toujours le même. Mais même dans ces métiers-là, parfois il faut faire preuve de valeur ajoutée pour justement faire évoluer la technique. Voilà. Donc il y a des métiers qui sont beaucoup plus ouverts à la valeur ajoutée au fil des jours, au fil des heures qui passent même, et puis d'autres métiers où parfois il faut se poser et puis se demander si les choses telles qu'on les fait, on pourrait pas les faire différemment. Et c'est le moment de la valeur ajoutée souvent. Si vous deviez représenter votre travail sous forme d'animal autre qu'un perroquet, lequel ce serait ? J'en sais rien. Ce métier du design, c'est un peu
Attendez, j'essaie de trouver un animal qui va bien. J'allais dire fourmi, mais c'est pas fourmi non plus. La fourmi est très organisée, très structurée à l'avance, Un lama? avec des étapes qui sont... Alors un lama, pourquoi pas, mais il est un peu brouillon le lama, hein. Il fait un peu ce qu'il veut dans la vie. Donc c'est pas simple. Hein. Et en plus le lama c'est un animal qui crache, alors bon, c'est pas terrible. Quel serait votre rêve de collaboration, même complètement fou? Hein. Allez, la collaboration avec un chef d'un territoire et avec beaucoup de temps devant nous pour essayer de réorganiser le territoire, réorganiser tout de A à Z. Ça serait magique si on avait la possibilité et le temps de le faire un jour. Mais ça demanderait beaucoup de temps. Mais essayer de réorganiser les choses pour que tout s'emboîte bien dans une ville, par exemple, pour que tout s'emboîte bien, que tout marche et que tout soit cohérent. Tout soit cohérent, les choses les unes par rapport aux autres, les transports en commun par rapport à la voiture par rapport au vélo, les entreprises par rapport à la vie en général, la mobilité, voilà. Souvent on constate et dans le design, parce qu'on fait du design, dans le design on constate que il y a des choses qui vont pas ensemble. Et en fait le travail c'est souvent d'essayer de mettre les choses en rapport les unes avec les autres. Alors le truc rêvé, ça serait de le faire à une grande échelle et de pouvoir constater que ça marche. Alors ça existe, hein, il y a des gens qui travaillent sur la notion par exemple de smart ville, voilà, même si le terme est un petit peu usé aujourd'hui, mais ça existe, des gens qui travaillent sur l'intelligence de la ville, comment la ville fonctionne et comment elle peut s'améliorer au jour le jour. D'accord. En quoi être basé à Rouen influence-t-il votre travail? Je ne suis pas certain qu'il influence mon travail ou l'inverse, que mon travail est influencé par le fait de s'installer à Rouen. Il l'est forcément dans ce sens-là, c'est-à-dire mon travail est influencé parce que je suis à Rouen. Voilà, je suis pas certain que ça développe la notion de territoire, peut-être plus que dans une grande capitale comme Paris ou Londres, où le rapport au territoire est pas tout à fait le même. Quand on habite dans une ville moyenne et grande comme Rouen, hein, Rouen avec son agglomération, hein, vous savez que ça fait 500 ou 600 000 habitants, c'est une grande ville, on est forcément attaché à ce territoire-là. Donc quand on envisage les choses, on les envisage pour le territoire de 500 ou 600 000 habitants. Et quand on est sur Paris, quand on travaille sur Paris, on n'a pas cet environnement-là. On travaille pour un truc plus large. Et souvent, les clients qu'on peut avoir à Paris sont des clients qui n'ont pas de frontières. Alors que les clients qu'on peut avoir à Rouen, ils ont une frontière qui est celui de la ville ou de la métropole. D'accord. Comment choisissez-vous vos thèmes de dessin pour vos clients? Alors, tout ce qu'on produit en dessin, en design, en logo, en affiche, tout ce qu'on produit va dépendre d'un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est le texte descriptif sur lequel on se met d'accord entre le client et nous. Voilà. Quand un client a un besoin de quelque chose en matière de design, donc tout, hein, logo, affiche, dessin, comme vous l'évoquez, illustration, tout ça doit faire l'objet d'un cahier des charges, c'est-à-dire d'un minimum de définition sur lequel on est d'accord avec le client et sur lequel le client est d'accord avec nous. Voilà. Et la question c'était comment choisissez-vous vos thèmes de dessin pour vos clients? Voilà. Donc là, on est plus sur c'est le cahier des charges, c'est la définition du cahier des charges qui est souvent fait en commun, qui conduit la suite du projet, que ce soit un dessin ou autre chose. Ok. Vous travaillez dans un espace de coworking. Qu'est-ce que cela change de votre quotidien de créatif? Un espace de coworking, c'est un endroit bizarre parce que c'est pas une entreprise comme les autres.
c'est un endroit où il y a des gens qui travaillent, mais ils n'ont pas le même lien que dans une entreprise. Coworking, souvent, c'est des gens qui n'ont pas de rapport professionnel entre eux. C'est des gens qui travaillent dans plusieurs entreprises qui n'ont pas de lien entre eux. Donc il n'y a pas de chef, de sous-chef voilà, il n'y a pas du tout ce rapport un peu vertical qu'on peut avoir dans les entreprises normales. Il n'y a que des rapports horizontaux entre les gens. Et ça change tout dans le rapport de ce qui ressemble à un bureau, parce qu'un lieu de coworking, c'est comme un bureau, c'est comme un bureau d'une grande entreprise, hein, où il y a 10, 20, 30 personnes qui sont là. Et en fait, ces 10, 20, 30 personnes, elles n'ont pas de lien entre elles, sauf le coworking et le fait d'avoir choisi de venir travailler là. Donc elles peuvent être grand chef, elles peuvent être grand chef, elles peuvent être chef, elles peuvent être petit chef, elles peuvent être pas chef du tout. Et ben, en fait, elles ne sont pas les unes par rapport aux autres. Elles le sont seulement dans leur entreprise. Comment imaginez-vous le métier de designer graphique dans 10 ou 20 ans ? Alors, dans 10 ou 20 ans, clairement, les intelligences artificielles, parce que c'est un peu le sujet, les intelligences artificielles auront complètement révolutionné notre métier. Voire, notre métier aura peut-être été complètement renversé, comme beaucoup d'autres métiers. Et voilà, donc il est fort probable que dans 10 ou 20 ans, le design ait également lui aussi beaucoup évolué, parce que là on est dans la première petite révolution qui est la révolution de la production, mais qui dit que une fois cette révolution de la production faite d'ici quelques petites années, 4-5 ans peut-être, il n'y aura pas un renouvellement de l'aspect créatif, dont on ne connaît pas encore forcément la forme que ça prendra. Mais dans tous les métiers créatifs, j'entendais parler de musique tout à l'heure, mais dans le design, dans la peinture, dans l'architecture, il y a besoin d'une part de créativité et d'une part de créativité innovante. Donc si tous ces métiers-là sont mangés par l'IA, on va dire, et il y a forcément un moment où ils vont tous se redéfinir. Et voilà, donc l'imaginer dans 10 ou 20 ans à quoi ça ressembler, je sais pas trop. Il y aura toute une part de l'activité créative qui sera assurée par l'IA, parce que l'IA sera capable de faire plein de choses, beaucoup plus qu'aujourd'hui encore, mais il y aura forcément une part de créativité, et on retrouve la notion que j'évoquais tout à l'heure de valeur ajoutée. Parce que c'est valable aussi pour un créatif, la valeur ajoutée. C'est pas seulement valable pour quelqu'un qui ferait une émission de radio ou réaliserait un journal ou aurait une entreprise de nettoyage. La valeur ajoutée, c'est aussi valable pour un créatif qui est normalement toujours dans une logique de valeur ajoutée, mais qui, confronté à l'intelligence artificielle, devra également se questionner sur sa valeur ajoutée par rapport à l'IA. Okay. Que conseillerez-vous à un ou une jeune qui souhaite se lancer dans le design graphique aujourd'hui ? De faire des études d'abord liées à ce domaine, parce qu'on y apprend beaucoup. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à apprendre tout seul. Et puis surtout de rester bien connecté aux évolutions des IA, même si aujourd'hui ça peut être décourageant pour les étudiants. Ils se disent moi j'apprends des trucs et en fait la machine sait le faire à ma place, comment je vais trouver ma place, toutes ces notions là devront être dépassées. À un moment donné, l'étudiant dans sa formation doit acquérir ces techniques et les dépasser. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'intelligence artificielle ? Le fait qu'elle vienne grignoter sur nos domaines de création. Voilà. En fait, l'intelligence artificielle vient grignoter ces domaines parce que elle a besoin de répondre à des demandes. Et effectivement, aujourd'hui, faire une affiche, faire un logo, l'intelligence artificielle va essayer de répondre à la demande de gens qui ont beaucoup d'affiches à faire, beaucoup de logos à faire. Et c'est du travail en moins pour
pour un designer, par exemple. Donc forcément, moi, si on me dit qu'une machine est capable de faire mon travail, je m'intéresse à ce que sait faire la machine, comment elle le fait, pour essayer de comprendre comment je peux continuer d'avoir du travail, tout simplement. Et par contre, si la machine me permet d'aller plus vite, c'est peut-être pas plus mal. Si la machine me permet, dans des processus un peu longs de création, de sauter des étapes, par exemple, ça peut être intéressant. Donc c'est ça qui m'a donné envie de comprendre et d'essayer de suivre quasiment semaine après semaine les évolutions des techniques. D'accord. Selon vous, en quoi l'IA peut-elle transformer notre quotidien ? Sur plein de choses, elle va transformer nos quotidiens, elle va nous aider à faire, nous aider à préparer, nous aider à vivre, nous aider à organiser nos journées, nous aider et faire à notre place des tas de choses qu'on n'a plus envie de faire, ou qu'elle peut faire à notre place mieux que nous quasiment. Donc oui, ça va restructurer tout ce qu'on fait au jour le jour. Voilà, j'ai pu avoir besoin, par exemple, de me soucier quand j'ai une maison avec une grande famille, de me soucier de qui fait les courses et à quel moment, et d'oublier des trucs, etc. L'IA forcément sera là, comment on dit le mot, c'est l'économe du foyer, donc c'est elle qui décidera quasiment à votre place qu'il faut bien recharger le frigo. C'est déjà le cas sur des techniques un peu évoluées, mais ça se fera tout seul très vite. Une intelligence artificielle pourra gérer la maison. Donc, pourra organiser les moments où la famille est en vacances, pourra commander les courses à la place Alors, c'est pas forcément faire les courses à votre place, mais par exemple, vous direz à votre IA, je vais faire les courses. Et l'IA vous dira, voilà tout ce qu'il faut faire. Voilà. Si vous avez le temps, si c'est un moment sympa avec la famille, on va tous faire les courses, c'est très bien, mais au moins on aura la liste précise. On n'aura plus besoin de faire la liste des courses, par exemple. Est-ce que vous utilisez personnellement des outils basés sur l'IA dans votre travail au quotidien ? Oui, bien sûr. Dès que vous avez un téléphone, vous êtes peut-être encore un peu jeune pour avoir votre téléphone à vous, mais dès que vous avez un téléphone, vous faites un peu travailler l'IA. Voilà, ça démarre comme ça. Moi, je l'utilise pour organiser mes journées un petit peu, voilà, mais ça va évoluer très vite. Parce que très vite, vous aurez un assistant IA, en fait, qui s'occupera de tout ça. Comme la famille aura un assistant, la maison aura son assistant pour gérer la vie de la famille. Vous aurez aussi, quand vous êtes dans le domaine professionnel, quelqu'un qui vous dira voilà, le mois dernier, vous m'aviez dit de vous rappeler que la 3e semaine de juin, il fallait qu'on travaille impérativement sur ce sujet-là. Donc voilà, je vous ai préparé une réunion tel jour avec un tel et un tel pour travailler sur ce sujet-là. Et ça, c'est déjà en marche. C'est déjà, comme on dit, dans les tuyaux. C'est-à-dire que on est déjà dans ce moment-là. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et peut-être à bientôt. Eh bien oui, sans problème. À bientôt. Eh bien voilà, ainsi s'achève notre 4e et dernière émission sur l'IA. Encore un grand merci à nos professeurs, mesdames Gauthier et Clément, pour nous avoir fait vivre cette expérience. Et merci à Michel et à Francis de Radio Sensation de nous avoir accueillis. On espère que ce programme vous aura plu et si vous nous réentendez dans quelques années, c'est que nous serons devenus journalistes. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook AdoReporter76 Collège Henri Dunant et aussi sur notre page Instagram. Belle journée et au revoir. Sensation.